compagnons de la Libération sont justement caractérisés par une très grande diversité d'origine, aussi bien sociale que géographique, voire idéologique, culturelle. Ce qui les caractérise d'une manière un peu évidente, en revanche, c'est la précocité de leur engagement, soit derrière le général de Gaulle dans la France libre, soit dans la résistance dite intérieure. Les compagnons de la Libération, ce sont des pionniers de la résistance. 90%, plus de 90% d'entre eux sont entrés en résistance avant la fin de l'année 1941. 70% du total, c'est-à-dire un peu plus de 700 sur les 1038 compagnons, sont des résistants de l'année 1940. On est donc là bien face à une espèce d'avant-garde de la libération. Le général de Gaulle a créé cet ordre à un moment très particulier. En novembre 1940, c'est-à-dire quelques mois à peine après ce fameux appel du 18 juin, qui d'ailleurs n'a pas eu du tout la résonance qu'on croit encore aujourd'hui, qui était très peu entendu. Le général de Gaulle s'est retrouvé confronté à des difficultés terribles. Et une de ces grandes difficultés, outre le fait qu'il y avait peu de monde derrière lui, ça a été que le sang français a coulé dans des combats entre Français, notamment à Dakar, fin septembre 1940, et ensuite, début novembre, dans la campagne de conquête du Gabon par la France libre, puisque le Gabon était une colonie française et la seule colonie des 4 territoires d'Afrique équatoriale qui n'avait pas voulu rejoindre le général de Gaulle. Et c'est à ce moment précis que de Gaulle se rend compte que le chemin sera extrêmement long, il va être cruel et douloureux, et il envisage de créer non pas une décoration, mais un ordre, pour récompenser ceux qui sont les plus méritants parmi ceux qui l'ont rejoint. Sans doute aussi, c'est évident même, pour encourager les autres, par la valeur de l'exemple. Et puis le troisième point est beaucoup plus politique, c'est que le général de Gaulle, à ce moment-là, à la mi-novembre 1940, définit une politique qui s'oppose évidemment à celle du maréchal Pétain et notamment à la légalité du maréchal Pétain que Charles de Gaulle conteste. Et donc il a besoin de se doter d'outils régaliens, qui sont les outils d'un État, même un État embryonnaire, et parmi ces outils, il y a l'ordre de la Libération. De tout temps, la création d'un ordre a été une prérogative d'un chef d'État, que ce soit un souverain sous l'Ancien Régime ou un chef d'État sous la République. Et donc c'est vraiment la marque régalienne que la création de l'ordre de la Libération. C'est très difficile, si vous voulez, de sortir, d'extraire comme ça des parcours de compagnons, d'autant plus que si on respecte l'esprit de cet ordre, c'est un ordre égalitaire. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'ordre de la Libération, il n'y a qu'une décoration, la Croix de la Libération. Il n'y a pas de promotion possible comme dans la Légion d'honneur, par exemple. Mais bien sûr, je pourrais vous citer le petit Lazar Pitkowicz, enfant juif d'origine polonaise, qui est résistant avec sa grande sœur et son grand frère à Paris, qui l'aide, il a 12 ans en 1940, qui l'aide à écrire des tracts, à distribuer des tracts contre le gouvernement de Vichy, qui va être arrêté avec sa famille lors de la rafle du Veldiv de juillet 1942, et qui va réussir à s'évader du Veldiv, être exfiltré par les parents d'un camarade de classe vers la zone sud. Il va se retrouver à Lyon et il va refuser d'être caché, d'être mis au vert. Il va vouloir agir, il insiste et il devient un agent de liaison des mouvements unis de résistance à Lyon. Il est arrêté à Lyon au cours d'une mission par la Gestapo de Klaus Barbie. Il réussit à s'évader des mains de la Gestapo et il est ensuite exfiltré vers Paris début 1944, où il est arrêté cette fois-ci par la milice et il fait 6 mois de prison et il s'échappe enfin du dernier train qui devait l'emmener en déportation en août 1944. Voilà un parcours absolument exceptionnel, qui est très particulier, mais il y en a d'autres bien sûr. Notre premier objectif, si vous voulez, c'est de recueillir et d'être un centre de recherche et de documentation. Et puis évidemment, comme nous sommes un musée, nous avons un rôle pédagogique en montrant les objets personnels, les parcours individuels, et c'est un musée particulier en ce sens que l'on l'aborde à travers le destin individuel des uns et des autres. Donc si vous voulez, on part du particulier vers le général, ce qui est un peu l'inverse de la méthode habituelle, parce que ce que nous montrons dans le musée sont des objets personnels, identifiés. Ce ne sont pas des objets de série, ce sont des choses qui ont appartenu à des gens dans un contexte très précis, et c'est parfois même des objets qui ont une véritable histoire au sein de la grande histoire.